Bien, dans cette dernière partie, sur la propagation des ondes dans les milieux, on va s'intéresser à un cas assez classique, la propagation d'une onde électromagnétique, qu'on va considérer en onde plane, progressive, harmonique, polarisée selon X, a-t-elle la possibilité de se propager dans un métal? Donc le métal, on va le prendre dans les Z positifs, on va supposer que le métal est un conducteur ohmique, donc il y a une relation de linéarité entre le vecteur courant électrique et le champ électrique, la loi d'Ohm locale, avec un gamma qui vaut typiquement 10 puissance 7 Siemens par mètre. C'est un problème assez important de savoir si les ondes électromagnétiques peuvent traverser, par exemple, une feuille d'aluminium ou un métal, est-ce qu'elles peuvent être arrêtées ou non? Alors, pour faire ceci, la question c'est de savoir quelle est l'équation qui pilote l'évolution du champ électrique dans le métal. A priori, vu qu'on est dans un milieu avec des courants électriques, ce n'est pas forcément l'équation d'Alembert. Et pour obtenir cette équation, c'est toujours la même méthode. On va utiliser les équations à notre disposition, c'est-à-dire les équations de Maxwell. Donc, en plus de la relation de la loi d'Ohm locale, je vais pouvoir utiliser les 4 équations de Maxwell. Et je rajoute éventuellement la possibilité d'utiliser ensuite l'équation de conservation de la charge qui va relier le vecteur courant électrique et la densité volumique de charge. Donc, la question qui se pose toujours quand on étudie, contrairement au cas du vide, dans le vide vous avez directement ρ égale 0 et J égale 0, il reste à combiner les équations pour obtenir l'équation d'Alembert. Dès que vous en êtes dans un milieu, il faut forcément donner une relation pour ρ et pour J. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, avant de coupler les équations de Maxwell, on va essayer de déterminer des expressions dans ce cas particulier pour la densité volumique de charge et pour le vecteur courant. Alors, on va commencer par la densité volumique de charge. Donc, pour étudier la densité volumique de charge, je vais commencer par coupler l'équation de conservation de la charge avec la loi d'Ohm locale. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Donc j'injecte en fait la relation 1 dans la relation 6, et simplement J égale gamma E, avec un gamma qu'on suppose uniforme dans le matériau, sort de la divergence, et vous obtenez gamma divergence E plus d rond ρ sur d rond t égale 0. On souhaite obtenir une équation sur la densité volumique de charge. Vu que la divergence de apparaît, il semble assez naturel d'introduire l'équation de Maxwell-Gauss pour obtenir finalement cette équation ici qui va piloter localement l'évolution temporelle de la densité volumique de charge. Alors la question qui se pose ici, c'est y a-t-il la possibilité, on sait qu'a priori, quand on a fait l'étude d'un métal, le métal devait être localement neutre, donc la densité volumique de charge devait être nulle, mais on se dit, si j'envoie une onde électromagnétique dans le métal, les particules chargées vont interagir, en particulier les électrons libres vont interagir avec le champ électrique qui va les mettre en mouvement, et on peut penser que peut-être les charges vont se déplacer et localement faire apparaître des densités volumiques de charge. Donc ce qu'on imagine, on fait cette hypothèse-là, on se dit, imaginons que du fait de la présence du champ électrique, une fluctuation de charge quelque part en un point de l'espace apparaisse. Donc vous avez une petite accumulation de charge électrique qui se produit dans le métal, dans un point donné. Cette équation, on peut simplement utiliser on peut poser un taux qui est epsilon 0 sur gamma. Donc ici, je vais simplement remplacer epsilon 0 sur gamma par comme ceci. Donc epsilon 0 sur gamma, c'est taux, donc ça fait 1 sur taux. Et on reconnaît une équation extrêmement simple du premier ordre avec son second membre et qui se résout très simplement sous la forme ρ de t égale la condition initiale exponentielle moins t sur t. Cela signifie que si une fluctuation de charge apparaît, elle est résorbée en un temps caractéristique τ. Le temps caractéristique τ, combien vaut-il? Il dépend d'une constante fondamentale de la physique et de la conductivité électrique dans un métal. Si on fait une application numérique grossière en ordre de grandeur, nous avons ici du 10-11 farad par mètre, et ici du 10 puissance 7. Donc on voit que le taux finalement, ce taux qui est là, je vais le réécrire en haut, taux c'est typiquement de l'ordre de 10-18 secondes. Alors ça signifie quoi? Ça veut dire que si vous avez une fluctuation, une apparition locale de charge, cette apparition de charge, elle est résorbée en 1 sur 10-18 secondes. D'accord? Un milliardième de milliardième, si vous voulez, de seconde. Ça a quoi comme conséquence?
Ça veut dire que la densité dans le métal, elle va toujours rester nulle. Parce que, sauf si vous envoyez une onde à très haute fréquence, mais tant que la période de l'onde temporelle sera grande devant cette durée-là, eh bien, en fait, on pourra considérer que toute fluctuation lente de champ électrique sera résorbée dans l'instant. Si on fait une petite image, c'est comme si vous me demandez de rejoindre l'autre bout de la pièce très rapidement, eh bien, vu que je ne peux bouger qu'à l'échelle de la seconde, vous allez voir me déplacer. Si vous me demandez en une seconde de rejoindre le bout de la pièce, eh bien, vous allez me voir me déplacer, je ne serai pas toujours dans un état d'équilibre. Par contre, si vous me demandez de rejoindre le bout de la pièce en 1 heure, donc c'est une constante de temps qui est beaucoup plus grande, c'est-à-dire que c'est un phénomène de variation qui est beaucoup plus lent. Dans ce cas-là, je peux faire des tout petits mouvements à l'échelle de la seconde pour rejoindre au bout d'1 heure le bout de la pièce, et vous aurez l'impression de toujours me voir à l'équilibre. Simplement parce que le phénomène excitateur agit avec une constante de temps qui est beaucoup plus grande que la constante avec laquelle je peux réagir. Donc c'est la même chose ici. Finalement, si on exclut les très hautes fréquences, c'est-à-dire des fréquences qui atteindraient des périodes comparables à celle-ci, des périodes aussi petites que celle-ci, eh bien, toute perturbation de charge sera immédiatement résorbée. Donc typiquement, si vous prenez une onde au mégahertz, si vous prenez des ondes au gigahertz, typiquement les ondes téléphoniques au gigahertz, eh bien, leur période est extrêmement longue, elle est de l'ordre de 10-9 secondes, donc elle est infiniment grande par rapport à taux, et la perturbation sera résorbée dans l'instant. Donc on peut supposer que, bien qu'il y ait la présence d'une onde électromagnétique, on pourra quand même conserver ρ égale 0, et ici on peut remplacer par 0 dans l'équation, ce qui simplifiera le problème. La deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ces deux termes dans l'équation de Maxwell-Ampère? Alors, a priori, il y a deux termes à mettre, on peut mettre les deux termes, mais on a ici le vecteur courant électrique associé au déplacement des charges et le courant de déplacement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, avant de faire les calculs, d'estimer en ordre de grandeur l'importance de leur amplitude. Donc on agit, typiquement en ordre de grandeur, eh bien l'amplitude de J, ça va être du gamma E0, avec E0, l'amplitude du champ électrique. Et pour le terme de courant de déplacement, epsilon 0 d rond E sur d rond T, eh bien, vu que vous allez dériver le champ électrique a une dépendance temporelle de la forme exponentielle I oméga T. Donc, en ordre de grandeur, la dérivée, ça va faire du I oméga le champ électrique. Et donc, concrètement, sur l'amplitude, vous aurez du oméga E0. Donc voilà l'amplitude caractéristique de J, l'amplitude caractéristique du courant de déplacement. On voit que les E0 sont communs. On remplace simplement oméga égale 2πf, donc la pulsation par la fréquence. Ici, gamma sur epsilon 0, je fais réapparaître le taux que j'ai trouvé précédemment. Et j'obtiens une formule qui finalement, rappelons-nous que ce taux vaut de l'ordre de 10 moins 18 secondes. Donc, imaginons qu'on travaille avec une fréquence qui est une fréquence au gigahertz, disons 10 puissance 9 Hz. Eh bien, on voit bien qu'à nouveau, ce terme-là, quand on va faire les 10 puissance 9 moins 10 moins 18, on va être sur 10 moins 9, qui, en les remet au numérateur, bon, il y a le facteur de pi, et si on arrondit, on va être sur un ordre de grandeur en 10 puissance 8. Donc on voit en fait que dans un métal, du fait de la très bonne conductivité électrique du métal, eh bien en général, sauf à prendre une fréquence considérable de l'ordre de 10 puissance 15 Hz, dans le cas concret des ondes hertziennes, des ondes gigahertz, le terme de courant électrique est très grand devant le terme de courant de déplacement. Donc ce qu'on va faire pour la suite dans ce cas de figure, donc pour un bon conducteur électrique, un métal, typiquement le cuivre, l'aluminium, le fer, et pour des ondes qui sont typiquement des ondes qui vont pas trop au-delà de 10 puissance 12, 10 puissance 15 Hz, on peut supposer de négliger le courant de déplacement, et on négligera ce terme-là. Alors, une petite approximation qui a été faite dans ce développement, c'est que j'ai utilisé la loi d'Ohm locale sous sa forme la plus simple. Cependant, si on monte très haut en fréquence, les électrons ne pourront plus suivre naturellement le champ électrique, et en fait, on sait bien que la loi d'Ohm locale doit être caractérisée alors comme un passe-bas, ce qui fait que les équations que j'ai écrites perdent leur validité. Donc on a l'impression ici qu'on peut monter jusqu'à des fréquences très élevées, 10 puissance 18 Hz par exemple, avant que des différences se posent avec ce que j'ai dit ici. Mais en fait, en pratique, vu que cette équation, elle perdra sa validité plus tôt. Mais bon, c'est quand même plus tard, mais peut-être que vers 10 puissance 12, 10 puissance 15 Hz, cette équation peut perdre sa validité, qui fait que ce que j'ai dit là, bon, on prend une petite sécurité, et il est possible effectivement que... Mais en tout cas, ça marche toujours très bien au niveau du gigahertz, il n'y a pas de problème.
Voilà, mais il faut être un peu prudent si vraiment vous voulez aller plus loin. D'ailleurs, si on va à très très haute fréquence, donc à des fréquences de 10 puissance 15 Hz, par exemple, cette équation ne pourrait ne plus être valable. On commencerait à être sur des ordres de grandeur tels que les approximations que j'ai faites ne s'appliquent plus. Et en conséquence, dans ce cas-là, on verra qu'on peut avoir une autre situation, et contrairement à ce qu'on va trouver dans la suite, on pourra avoir la transparence des métaux, mais ça serait à très très haute fréquence, ce n'est pas la suite de l'étude.